Eh bien bonjour à tous, c'est Timo pour Team Against All Authority et je suis avec Noki pour ce deuxième épisode de comment travailler dans l'e-sport sans être joueur et pouvoir gagner sa vie d'e-sport. Salut Noki, comment ça va? Ça va super Timo, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette interview, c'est vraiment cool. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les certaines personnes qui ne te connaissent pas encore? Ouais, alors je m'appelle Noki, Eric Pochez, j'ai 28 ans et je suis cofondateur d'O-Gaming, je suis directeur artistique chez O-Gaming. D'accord, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste un petit peu ce poste de directeur artistique? Yes, en gros, grosso modo, je m'occupe de toute l'apparence plastique d'O-Gaming, que ce soit de l'habillage normalement de la web télé ou d'identité visuelle globale en fait, de O-Gaming ou de ce qu'on fait. Donc ça a pu être Iron Squid, Tales of the Lane, Nation Wars, etc. pour des compètes, mais aussi pour la plupart des émissions qu'on fait, voilà, c'est ce que je fais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les études que tu as fait pour en arriver ici et par quelles entreprises tu es passé avant O-Gaming TV? Yes. Alors j'ai fait Penningen en prépa, qui est une prépa art un peu hardcore, qui s'appelle les SAG. Et qui en gros c'est très marche ou crève mais c'est important vu comme le milieu est difficile après de savoir si tu as vraiment envie de faire ça au début ou pas, si tu as les épaules. Et après j'ai fait Intuit Lab qui est une école dans le 15e qui est vraiment spécialisée dans l'identité visuelle, ce qu'on appelle le branding, et c'est leur truc, ils font plein d'autres choses mais c'est vraiment ce pourquoi ils sont bons et c'était ce que je voulais faire en fait. Donc voilà, ça c'est mon parcours. Ça s'est fini en fait j'ai eu mon diplôme Master 1. Je pouvais faire Master 2, mais soit je montais au gaming avec les autres à ce moment-là, soit je partais quoi, et je faisais au gaming. Donc, Et au niveau des entreprises, t'en as fait aucune ou... Si, j'ai fait des longs stages, des stages de 6 mois, genre de trucs, par exemple au Liban, chez Heidi, qui est le plus gros groupe de print du Moyen-Orient. C'était une très très bonne expérience avec Marie-Jo Heidi, une nana très forte. Et après chez By Agency, qui est une petite agence, 40 personnes, mais qui sont les premiers sur le 100% santé, bien-être, etc. C'est très corpo, mais il faut absolument le faire, quoi. C'est obligé. C'est une étape, à mon avis, obligatoire dans le graphisme. Alors en tant que directeur artistique, quels sont genre, les outils que tu utilises quotidiennement? La suite Adobe, globalement, il n'y a pas à tortiller. Ils ont fait un outil super. Et voilà. Donc dedans, c'est surtout beaucoup de Photoshop, beaucoup d'Illustrator, beaucoup d'After Effects, avec les plugins qui vont avec à côté, un petit peu de Premiere, et quand il faut un peu de InDesign, qui est le logiciel d'Adobe pour la mise en page particulièrement. Voilà, c'est ce que j'utilise mostly. D'accord. Et ces outils, tu as appris à t'en servir de toi-même ou c'est tes études qui t'ont permis d'apprendre? T'as les deux en fait. C'est-à-dire que avant de faire mes études, je pense que comme plein de gens, tu fais des tutos pour apprendre des trucs, etc. T'apprends à t'en servir. Et c'est pas évident au début parce que même si tu sais t'en servir, du coup tu sais pas forcément quoi faire parce que t'as 15-16 piges, tu vas faire des trucs. Mais voilà, d'abord un peu de tuto, c'est toujours bon. Et même en fait quand t'es en études, même quand c'est tes études, t'attends à ce que tes études te portent pour faire des trucs assez stylés, magiques et tout. Mais en réalité, t'as toujours besoin de te former à côté en fait, que ce soit dans tes études ou ton métier en fait. Quand t'es créa, t'arrêtes jamais d'apprendre des trucs nouveaux. Sinon t'es vite largué et tu deviens un vieux créa tout pourri. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres compétences nécessaires à ce métier de graphiste directeur artistique ou juste savoir maîtriser la suite? Non, compétences techniques. En fait, c'est un truc où, surtout quand t'es dans le gaming, peut-être que c'est une question que tu me poses après, je sais pas, mais genre, mais en gros, t'es vachement, pour l'e-sport en tout cas, vu que c'est tout nouveau, tu vas vraiment beaucoup, tu vas toucher à plein de domaines en fait. Et du coup, t'as besoin d'avoir des connaissances en audiovisuel en fait. T'es obligé. En fait, tout ce que tu vas connaître en plus va vraiment t'aider. Si t'es fort en bricolage ou en déco, c'est vachement bien. Si t'es fort en photo, c'est hyper utile. Si t'as déjà filmé ou fait des courts-métrages, c'est hyper utile. Tout ça, en fait, à la fin, ça forme un gros tout. Et c'est toujours un plus. Maintenant, il faut avoir un domaine où c'est son main domaine, c'est celui où on est le plus fort, en fait. Donc, voilà. Mais
Toi, en l'occurrence, c'est la photographie, par exemple. Non, moi c'est l'identité visuelle. La photo, c'est vraiment un truc que j'adore, parce que normalement c'est ce vers quoi j'aurais dû m'orienter. Normalement, j'aurais plutôt dû aller dans le luxe en fait, et photo de mode, etc. Mais au final, non, c'est vraiment l'identité visuelle, voilà, ce qui m'a donné envie en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen particulier quand on travaille dans le graphisme de se faire connaître ou de rentrer dans l'e-sport, par exemple avec les réseaux sociaux, je sais pas. En fait, ouais, c'est l'avantage de ce milieu, c'est nouveau, c'est hyper actif, et on a énormément besoin de créatifs. Pour la moindre personne, un joueur qui joue, il a besoin d'overlay par exemple, tu vois, genre direct, bah, tu peux l'aider, si t'aimes beaucoup ce qu'il fait, bon bah tu peux faire ça gratos ou en échange de certains trucs, mais généralement il faut essayer de se faire au moins un tout petit peu rémunérer, si on y arrive, c'est pas toujours le cas, mais on peut être volontaire, hein. Moi je l'ai fait pendant un bon moment. Après, tu as aussi des photos d'event, être là, quand il y a une LAN, essayer genre... En fait, quand tu es créa, tu essayes toujours d'avoir un projet au début, enfin au tout début, tu as vraiment besoin de remplir ton book. Et d'avoir un truc appliqué qui est pas juste quelque chose de scolaire, tu sais, que tu n'appliques jamais, genre fais une nouvelle bouteille pour Perrier que tu verras jamais, etc. Et là, pour le coup, quand tu fais, j'ai une connerie, mais tu fais une LAN ou au gaming, au tout début, c'est mon projet de diplôme en fait, c'est mon diplôme d'études. Et d'avoir fait le premier événement qu'on a fait il y a longtemps, qui était le premier, qui était au bistrot du stade, d'avoir imprimé des trucs, d'avoir fait machin, etc. En fait, c'était un aller-retour hyper utile où ben, c'est ton projet, mais en fait tu l'appliques. Et c'est ce que dans l'e-sport, il y a énormément d'opportunités pour ça en fait. Maintenant, effectivement, c'est ce que je disais, tu as besoin de connaître, soit avoir des bonnes connaissances peut-être en web, par exemple moi que j'ai pas, ou alors d'avoir des bonnes connaissances en audiovisuel pour l'appliquer un petit peu. Voilà. D'accord. Alors tout à l'heure, on parlait un petit peu d'être en freelance ou ne pas être en freelance. Donc toi, en l'occurrence, tu n'es pas en freelance. Non. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler des avantages et des inconvénients pour un graphiste d'être en freelance? En fait, le freelance, quand tu es graphiste, quand ça se passe bien, c'est le Graal. Parce que tu organises ta journée comme tu souhaites, c'est le meilleur moyen de faire le plus de contacts. On va parler d'argent, c'est les plus gros salaires en fait. Tu t'auras jamais, quand ça se passe bien en freelance, c'est quelque chose que tu retrouveras jamais dans une agence, une entreprise, ou alors si t'es vraiment un gros DA ou que c'est ta boîte. Voilà, nous en l'occurrence c'est pas exactement le cas, mais par contre genre c'est vraiment des gros avantages. Après le défaut, c'est que quand tu deviens freelance, le moment où tu essayes, etc., c'est courir derrière le client, c'est pas toujours être payé à l'heure, c'est envisager à mort, c'est savoir se faire respecter, savoir ce qu'on vaut sur le marché. C'est pas évident, mais c'est un peu la meilleure école de la vie, j'ai envie de dire, parce que c'est con, mais que ce soit pour l'e-sport ou pour d'autres trucs, mais l'e-sport ou le jeu vidéo, hein, mais surtout l'e-sport est symptomatique d'être freelance graphique aujourd'hui. C'est qu'on n'a jamais eu autant de besoin de créa aujourd'hui en fait. Il y a énormément de trucs à faire et pour le coup, c'est vachement utile. Enfin, là tout de suite, je dirais que c'est mieux d'être free. Maintenant, on est obligé, typiquement de temps en temps, je ressens le besoin d'avoir peut-être fait une grosse agence avant, peut-être de temps en temps. Je me dis que ça me manque un petit peu. On sait jamais, hein, peut-être ça peut arriver. Mais au final, il y a plein de trucs que j'ai fait aujourd'hui. J'aurais jamais pu faire en agence. C'est quand même plus safe, on va dire, de travailler pour une agence peut-être qu'être en freelance. Il y a des risques quand on est en freelance. Au début à mort. Genre, c'est très con, hein, mais tu as réussi par des relations, des contacts, à te faire un super budget, tu as décroché. J'ai un gros client, je dis L'Oréal, ou tu es un free pour une agence aussi, tu peux être free pour agence. Et du coup, ce mois-ci, les mecs, ils t'ont fait chier tout le mois, et t'as refait 10 fois le truc qu'ils t'ont demandé. Mais à chaque fois que tu fais quelque chose une fois, normalement, sauf que tu fais passer avec tout le monde, mais pour les gros clients, tu refactures. Et du coup, tu peux te retrouver avec un mois où, genre, tu t'es fait 4000 balles ce mois-là, t'es max, quoi. Mais le mois d'après, ça se trouve, il est pas là, il a pas de boulot pour toi, et t'en as peut-être pas, ou alors il y a un autre que t'avais prévu et tout le bordel qui arrivera à la bourre. C'est comme ça. En fait, c'est les mêmes problématiques que lorsque tu es PDG d'une boîte, mais pour toi tout seul, en fait. Donc, voilà. Donc, quand tu te lances, c'est peut-être plus préférable de travailler pour une agence. C'est ça, sauf si tu as un bon réseau.
Tu peux avoir un excellent réseau et t'es au bon endroit au bon moment. Moi, j'ai des amis qui sont pas passés par l'agence et qui aujourd'hui bossent de temps en temps avec des agences, mais en tant que free, ils préfèrent. Alors, donc tu travailles actuellement chez OGaming TV. Pourquoi est-ce que tu as choisi de rester dans cette boîte un petit peu? Est-ce que c'était juste parce que c'est tes potes, c'est tes amis, ou il y avait quelque chose de supplémentaire qui te plaisait? T'as beaucoup, tous ceux qui ont bossé chez OGaming ou qui y bossent encore peuvent te dire qu'effectivement il y a une part d'affect énorme chez OGaming, et je pense que ça doit être probablement la même chose dans d'autres structures, d'autres web télé ou d'autres boîtes de jeux vidéo. Mais c'est ce qui me pousse à rester. C'est con, c'est d'abord que je suis cofondateur. Je suis des 4 premiers avec Ponf, Tude et Georges et moi en fait. Et du coup tu te casses pas du bateau du jour au lendemain en fait. Quand ça va ou que ça va mal, tu vois, on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est connu. Et t'essayes quand même de maintenir un truc. L'histoire est belle, hein. Genre ça aide vachement. Genre c'est parti d'un délire c'est une blague partie autour d'une bière, tout ça. Hein. À chaque fois, on aime bien se le rappeler. Hein. Tude qui débarque une soirée. Putain, on devrait faire des replays de StarCraft 2. Ouais, et voilà, genre c'est tout ça. Aujourd'hui, t'es là, putain, merde, qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Donc c'est super rigolo. Et tous les jours, hein, je me dis qu'on a du bol, je touche du bois à mort et tout. Et voilà, on a eu de la chance, on était au bon endroit au bon moment. Il n'y a pas à chier, c'est un facteur qui compte. Maintenant, on reste aussi parce que l'e-sport évolue, parce qu'il y a plein de choses, parce que nous, on n'a pas fini. Enfin, tant qu'on sera pas. C'est terrible, mais tant qu'on n'est pas en mort cérébrale au Gaming TV, je pense que. Les mecs resteront, enfin on est comme ça et c'est vraiment ce qu'on aime faire. Après aussi, faut voir la gueule l'envol que prend l'e-sport. Alors ouais, c'est un peu Dallas tous les jours vu que c'est un métier, c'est un milieu naissant en pleine croissance, donc avec tout ce que ça implique, des énormes structures qui elles grossissent et qui tirent le wagon comme des locomotives comme Riot, c'est génial, etc. Blizzard aussi et tout, et d'autres acteurs tirent aussi très fort comme le SL et voilà, qui sont des gens super forts avec qui t'adores bosser et qui sont en partie aussi tes concurrents, faut pas le dire, et enfin c'est normal quoi, et faut l'oublier pardon, et donc mais tout ça marche ensemble, voilà, donc je reste là. Parce que tant qu'on n'a pas fini de faire tant qu'on n'a pas fini ce qu'on a à dire, quoi, on continuera en fait, je pense. Et moi, j'ai vraiment pas fini. Alors, donc tu viens de nous parler un petit peu de l'histoire d'OGaming. Est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance qu'il y a dans les locaux quotidiennement? Ah putain, c'est toujours une bonne question. Ça dépend des jours. En fait, ça a varié vachement, mais on va dire aujourd'hui, on va parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de semaine, c'est pas pareil, mais en général, on arrive sur des horaires entre guillemets. Ça dépend qui. Il y a, on va dire, une team jour administrative ou qui bosse toute la journée, et une team soir, tu vois, quand les mecs ils cassent jusqu'à 2h du mat, ils peuvent pas arriver comme toi à 10h. Donc typiquement, moi j'arrive à 10h, à 10h30, il n'y a pas grand monde, mais il y en a. C'est seul à ce moment-là? Non, il y a notre directrice administrative et financière qui est là, notre DAF, et il arrive aussi également qui est par exemple des gens genre Lumantis ou Chris, responsable de com, etc. Et le matin, ça arrive qu'il y ait des castes. Tu sais, on fait là derrière, il se passe la LPL et LCK, etc. Voilà. Et effectivement, après, les autres arrivent au fur et à mesure vers 16h. Et en général, c'est là où tu dois tanker. C'est-à-dire que tu as toutes les demandes. Le matin, tu n'as pas de demande. C'est pour ça que tu viens le matin. Tu travailles, t'enchaînes. Et à 16h, tu sais que ça commence. Noki, tu peux faire. Voilà. Et là, c'est là où, en fait, c'est le moment où tu dois avoir fini des trucs et où tu dois tanker. Là, c'est très con. Hein. Aujourd'hui, c'est normal. C'est comme ça. Tu as 3 demandes en même temps. Et tu fais bon. Alors tu hiérarchises, tu vois ce que tu peux faire sur le moment, ce que tu peux pas faire, etc. Et après, t'as les casteurs qui débarquent, ça rigole, ça se chauffe, les mecs préparent leur émission, etc. Quand ils ont fini, qu'ils sont en avance, ça arrive. Tu fais un Mario Kart, une connerie, tu pourris, tu qui joue à Hearthstone, voilà. Alors, et après, l'émission commence, et voilà. Et l'ambiance est vraiment... je pense qu'on a énormément de chance niveau ambiance. Pareil, pas mal de gens qui sont passés par ici. Tu pourras demander à Nono ou à n'importe qui. Je pense qu'on a vraiment une super ambiance aux gens qui donnent envie de rester, qui donnent envie de passer. Typiquement le jeudi, le jeudi sur gaming, ça m'arrive de mixer en live, etc.
on en va reparler. Et le jeudi, ça arrive que, voilà, vu que je mixe et qu'il y a Tom et Genius, etc., et qu'il y a un cast SC2, en bas, il y a un cast LOL et tout le bordel, l'ambiance est plus détendue, donc t'amènes tes bières et tout, et tu regardes le stream en même temps, et c'est cool. Voilà, c'est ça l'ambiance sur le gaming. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail lorsque tu dois organiser des événements, par exemple sur les événements d'Iron Squid, des Nation Wars, qu'est-ce que tu as fait exactement toi ? Toute l'identité visuelle. Alors en gros, ça commence par le nom en fait. En général, c'est Ponf et moi. De temps en temps avec d'autres, pour Tales of the Lane, c'était avec Chips et Noah, etc. Qui nous a bien éclairé. Mais pour Iron Squid, c'est d'abord un nom et une envie de base en fait. Je vais essayer de faire super court, mais en gros, au moment de faire Iron Squid, tous les compètes étaient des acronymes. À l'époque, tu avais donc GSL, tu avais les EPS, tu avais le IEM et tu avais bien évidemment les ricains, la MLG. Voilà, et toi, tu as l'impression d'arriver en bas de la défense, quoi. Les mecs ont tous 3 lettres, fait chier. Et du coup, nous, on voulait. Et tous étaient bleu, blanc, rouge. Et j'étais. Putain, et tu sentais vraiment qu'il y avait à ce moment-là une recherche de. Comme à l'époque de WCG, etc., une quête de légitimité de l'e-sport. Et là, du coup, tu te dis, bon, mon rôle, moi, comment mes études m'ont poussé à essayer d'être tout le temps à contre-courant, en fait. Et nous, on était petits et il fallait qu'on se fasse remarquer. Et typiquement, ça va du nom, donc Iron Squid, qui ressemblait à rien d'autre, à l'identité visuelle, qui était tout sauf bleu, blanc, rouge, mais qui était une sorte de steampunk un peu Jules Vernien, etc. Et qui était un peu particulière, qui était d'époque, qui était très matière, etc., très ce qu'on appelle le skeuomorphic design, ce qui est à reprendre les matières des outils que tu es censé imiter. Quand tu mets un tableau, tu mets des dorures, etc., qui est l'inverse du flat, donc des couleurs, des aplats de couleurs, etc., qu'on a aujourd'hui. Et voilà, donc ça part de ça, le nom, logo, et comme moi après je me suis spécialisé en vidéo, After Effects, etc., donc l'animation du graphisme en fait. Et là après ça a été des génériques d'intro, des overlays, les dossiers de présentation pour les sponsors, etc. Donc voilà, ça c'est le boulot. En général, si je prends plus proche de nous, Nation Wars, en général c'est un boulot de pré-prod tu fais pas tout d'un coup, tu as besoin de respirer en fait. T'as besoin en général, ça s'étale à peu près sur 3 mois. Parce qu'en fait, tu as d'abord l'identité pure. Si tu laisses respirer, ensuite tu vois 4-5 jours, hein, tu fais autre chose en fait, histoire de changer, voilà. Et quand tu reviens, tu as beaucoup plus d'idées en fait, parce que tu étais noyé dedans quand tu fais ça. Tu y penses jour et nuit, tu bouffes, tu respires, tu chies Nation Wars, quoi, t'en peux plus. Et c'est normal, et après tu respires, et tu reviens, et t'es réinspiré. Et après, t'as les phases online, donc tu reviens, tu refais des trucs, tu fais des bandeaux, après t'as l'événement, et on te demande de penser l'événement en amont. Et c'est là où l'exercice est plus lourd, parce que ce qu'on appelle, tu as des fiches joueurs, des bandeaux, les assets en fait, en général t'en génères pour une compète largement plus de 150. Après t'as des systèmes qui peuvent les générer d'eux-mêmes. C'est les systèmes de titrage, etc., qui sont dynamiques, c'est-à-dire que tu crées une base, par exemple un bandeau qui s'affiche, il s'affichera toujours de la même manière, et toi tu rentres le pseudo par-dessus dans la bécane qui va réaliser le truc, et voilà, t'as pas besoin de faire 150 bandeaux. Et il y a des moments où tu utilises d'autres systèmes, et là tu dois tous les faire en pré-prod, et par exemple Nation Wars c'était le cas, les fiches joueurs, les machins, les trucs, etc. C'est assez lourd, mais à la fin t'as un truc très complet, et aussi l'avantage c'est que je suis très mauvais joueur, mais je suis joueur, donc je kiffe hyper, faire des jolis trucs, des machins, voilà. Donc, en général pour ce genre de compète c'est comme ça que ça se passe, c'est beaucoup de boulot pré-prod. Le jour de l'événement ou la veille de l'événement, tu rentres tout dans les bécanes et après tu t'en occupes plus. Voilà. D'accord. Alors il y a certaines fois aussi où tu es sur le terrain. Par exemple, il y a eu la GA, la Gamers Assembly, donc à Poitiers il y a très peu de temps. Est-ce que tu peux nous décrire ton boulot sur le terrain lorsque tu étais à la GA? Est-ce que tu peux nous décrire ta journée un petit peu? Yes. Alors en fait, tu as la veille des WCS et là tu arrives et tu as les techniciens, donc Georges, Rambo, qui installent la régie, etc. Et là, eux, ils se calent avec le SL, ils font leur truc. Et une fois qu'ils ont fini ou que tu as la bécane que toi tu dois utiliser qui est libre, là tu dois rentrer tous les assets, vérifier que tout est bon, coordonner, les faire vérifier, voir qu'il n'y a aucun pet, il y en a toujours, les changer,
Même si tout était bon, hein, genre au dernier moment, en fait, il faudrait utiliser ce logo, en fait, ce partenaire, on l'utilise plus, etc. Donc t'es un mec qui est 2h du mat. Bon, mais c'est normal, c'est événement. Au début, tu fais la gueule et après, tu te rappelles que c'est l'événementiel. C'est comme ça. Une fois que t'as tout fait et que tout est bon, moi, mon boulot, il est fini en fait. Donc je pourrais juste aller glandouiller, serrer des mains, mais bouffer des kebabs, c'est SGA. McDo, Poitiers, 24-24, 7, incroyable. Putain, un jour on aura ça à Paris. Non, après, en général, j'aime bien faire, par exemple sur Iron Switch, j'aimais beaucoup faire des making-of, des plans de cam, etc. Mais je fais aussi beaucoup de photos, et typiquement pour les WCS, je m'occupe du covering photo, qui va nous servir donc pour les réseaux sociaux, parce que c'est sympa d'avoir des photos sur le moment, etc. Ce que j'avais fait pour les All-Stars, typiquement. C'était exactement pareil, même process. Et avant, habillage vidéo, et après photo. Et là, pareil, WCS, habillage vidéo, et après photo. Et voilà, donc, et ça me permet aussi, c'est un post qui te permet, ou si on a besoin de toi pour un truc, tu prends des photos, genre il y a des trucs, si tu les rates ça fait chier, mais c'est pas trop la fin du monde, donc tu peux genre mec on a besoin de ça en fait pour cadrer une interview avec David Kim, etc. Ok, je prépare, j'organise le truc, etc. Voilà, donc faut être multifonction. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant du salaire qu'un graphiste va toucher quand il va commencer à travailler, quand il va entrer dans la vie active? Yes, un graphiste en agence. Alors je dis bien en agence, donc on va donner des noms comme Publicis, Fred de Farid, EuroACG, tout ça, W. En général, tu sors d'école, c'est autour de 1004 net. Donc c'est assez faible, c'est un peu dur, mais en fait le turnover est gigantesque. C'est-à-dire que tu fais jamais... Enfin, c'est très rare que tu restes plus de 2 ans dans la même agence, à moins qu'on t'ait fidélisé, que t'aies décroché un bête t'as fait un grand truc, donc du coup on souhaite te garder. Et là, du coup, ouais, là t'es vite augmenté en fait. Tu t'es pas augmenté de 50 balles, tu passes vite de 1004 à 1006 à 1008, etc. Et voilà, après, en général, ça arrive en changeant de boîte. C'est-à-dire que tu as fait 2 ans dans telle boîte, tu étais à 1004, tu changes. En fonction de tes expériences, tes budgets, tes trucs, tu vas plutôt aller vers du 1004, 1006, etc. En général, un senior, entre guillemets, il est plutôt autour de 2000. Et après, tu as des agences plus petites, beaucoup moins grandes, etc. Où tu peux être plus rapidement autour de ce genre de budget, mais où les responsabilités sont plus grosses en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand on te prend, t'es un peu un pilier de la boîte. Enfin, c'est con, mais bon, c'est pas bon chez Publicis, etc. Quand t'as un créa qui marche pas, mais quand t'as une petite boîte de 30-40 personnes où t'as un créa qui marche pas et sur lequel t'as parié, t'as foutu un CDI parce que ça coûte du fric à la Comme au gaming par exemple. Ouais, on est encore plus petit pour moi que ça. Tu vois, genre, mais nous, tu vois, on fait un pari sur une mauvaise personne, c'est vraiment. C'est catastrophique, tu vois. Mais pour une boîte comme ça arrive aussi, tu vois. Et là, mais bon, le recrutement est très différent. C'est vraiment, voilà. Donc voilà, ce genre de truc. Et après, t'as Free, c'est ce que je disais. Free, tu peux te retrouver un mois, pareil, à 1000 balles, etc. Mais tu peux te retrouver un autre à 4000. Donc c'est à toi de faire ta vie, c'est à toi de faire ta sauce. Voilà. Après, ouais, faut de l'expérience et faut pas non plus travailler non-stop, c'est le problème. Il y a des gens... Moi, c'est ce que j'ai fait au début quand on a créé au gaming. C'est normal, hein, tu crées ta boîte, mais tu te fais pas de week-end, t'arrêtes jamais. Niveau vie sentimentale, c'est vachement dur. Hein. J'ai eu une copine qui était graphiste et qui pouvait comprendre ça, mais qui à un moment, elle aussi, c'était super hardcore, quoi. Si t'as quelqu'un qui branle rien dans ta vie, à côté, elle va vite péter un plomb. Parce que c'est un métier où à 3h du mat, on peut t'appeler mec, il y a un problème. D'accord. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier pour les graphistes de se lancer dans l'e-sport, en particulier au niveau du salaire? Niveau salaire, moi je dirais que pas nécessairement, même s'il y a beaucoup de demandes en fait. Si t'es bon, ouais. Parce qu'on va t'appeler, on va machin, etc. Après, ça va être des questions de volume. C'est-à-dire que genre... ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent dans l'e-sport, ils vont pas t'appeler, ils ont déjà leurs propres ressources. Ceux qui ont pas trop de thunes, là il y en a plein, mais qui en ont un peu, et là par contre c'est bon pour toi d'en connaître un max, et là du coup tu te fais plein de petits clients, et là ça peut être des rentrées, pas régulières, mais
bon voilà, on peut t'appeler pour un truc, etc. Ça peut être aussi bien une team. Ça peut être une petite team en challenger, tu vois, bah, les mecs sont quand même déjà vite sponsorisés, etc. Et bon, bah, tu vas pas te faire payer ton overlay 3000 balles du tout, ça n'a rien à voir, mais à force de cumuler des trucs à 100, 200 balles, machin, bah, t'en as plein. À la fin, ça te fait pas ta rentrée principale, mais ça te fait l'entrée à côté. Donc, non, tu peux pas compter que là-dessus. Enfin, moi, je dirais que c'est une très grosse connerie, il faut surtout pas. Et même créativement, en fait, c'est une bêtise. Parce que ça, je sais pas si tu voulais venir après, mais pour moi, graphiquement, là, tout de suite, l'e-sport est pauvre. On n'a pas encore notre culture graphique. On est trop... et je suis le premier à faire aussi les mêmes conneries, hein, parce qu'on doit s'adapter, même si j'essaie de tirer ailleurs. Mais tu ressembles vite à une pub Menen, quoi. Genre, tu t'es très vite, genre, yeah, pouf, genre des gros flares, des machins, ESPN, machin, des trucs dans la gueule. Et c'est un peu épuisant. J'aimerais beaucoup, c'est quelque chose qui revient souvent dans ma bouche, mais j'aimerais vraiment pour l'e-sport qu'on arrive à trouver nos propres codes, même si on en a déjà plein, mais qu'on ait nos codes graphiques. Mais ça prendra un max de temps. Par exemple, la board culture, donc le surf, le skate, le snow, à trouver la sienne, ça a mis 30 ans. Tu vois, ils avaient déjà la leur, etc. Mais on avait très vite besoin de graphistes pour ça. Et du moment où on en a beaucoup utilisé, eh ben, il y a eu des marques comme Santa Cruz, Quicksilver, etc., qui ont commencé à faire naître leur code et qui aujourd'hui jouent des rôles qui change le graphisme d'aujourd'hui. Ce qu'on se tape avec le flat, avec, tu sais, genre foutre une image floue et un texte blanc au milieu dans un cadre, etc. Faire des jolis logos un peu, manuscrits, un peu typographiés, etc. C'est des trucs qui, en grande partie, quand même, viennent entre autres de la board culture. Et je rêverais, moi, qu'on arrive un jour que l'e-sport ait sa propre signature, qu'elle soit suffisamment cool pour que d'autres milieux viennent taper dedans, en fait. Voilà, ça c'est le rêve ultime. De quoi tu parles quand tu dis code et signature? Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Bien sûr. On peut parler en fait c'est con, c'est l'identité visuelle e-sportive. Elle est, je pense c'est nécessaire on parle de sport. C'est nécessaire qu'on vienne se fixer auprès du bleu-rouge, tu vois, voilà, du côté sportif. Maintenant, quand je parle de signature, c'est vraiment ce côté, cette signature graphique. C'est, tu regardes quelque chose et tu sais, sans regarder son contenu, de quoi ça va parler. Le catch, ils vont foutre des flammes partout et des dorures. La NFL, il y aura quand même ce côté bleu, blanc, rouge, un peu ESPN, champagne, et vachement métallique pour le côté. Voilà. Le foot, c'est carrément bleu et rouge. Voilà. Et comme on souffre, si, je vais le dire, mais c'est pas méchant, parce que c'est normal. Mais au début, j'ai dit tout à l'heure, on était vraiment en quête de crédibilité il y a longtemps dans l'e-sport pour dire non, mais regarde, c'est un sport. Parce qu'il fallait faire comprendre à des gens que CS, c'est Counter-Strike, c'était pas des gars qui nécessairement étaient là pour tuer des gens. Non, c'est stratégique, c'est super chaud et c'est sportif, ça demande une discipline, etc. Et pour faire un joli enrobage, eh ben, on a pris ce qu'il y avait de plus logique, ce qui était le bleu, blanc, rouge, qui était sportif. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on commence à voir des trucs. Par exemple, Riot, c'est ce qu'ils font, mais tu vois, quand ils font, c'était le hashtag WeAreLCS, je crois, qui commence à taper dans des codes un peu différents. C'est vachement intéressant. Ce qu'on a... l'intro des WCS de l'année dernière, même cette année, elle est ultra belle avec ils sont super forts, je sais pas qui ils ont engagé, mais c'est magnifique. Les IEM, c'est très Intel, tu vois, mais c'est super beau. Le SL fait vraiment du très très beau taf là-dessus. Moi je suis vraiment impressionné. Et voilà, et par exemple Riot, sur les LCS, oui, ils sont très bleu, blanc, rouge, mais par exemple ce qu'ils avaient fait pour les Worlds, là on a quelque chose de l'intro, tu vois, genre avec les dessins animés, etc. Bon, c'est du dessin animé, on reste peut-être dans du... En plus, ils ont une cible plus jeune, peut-être que celle de SC2 ou de CS, mais ça devient ça devient plus original. Tu vois, on est sur quelque chose. Voilà. C'est ça que je veux dire, en fait, par code, identité. Les maillots, les trucs, tu vois, pareil. Est-ce qu'on arrivera à avoir quelque chose de plus banal, entre guillemets, genre...
rendre ça cool. Moi, c'est ça. Mais après, c'est mon point de vue et je pense qu'il est hyper critiquable sur plein de trucs. Mais je rêverais que ce soit cool. Je rêverais que, genre, tu puisses te. Tu vois, quand on fait les t-shirts Troll Harder ou GG, chez nous, je sais pas si tu vois à quoi ils ressemblent, mais ils sont très vulgarisés. Moi, mon but, c'est qu'on comprenne pas nécessairement tout de suite que ce soit e-sportif en fait. C'est comme un t-shirt de skate. T'as pas envie qu'on devine du skate, genre tu vois, genre tu veux qu'il y ait marqué Element ou qu'on devine Element ou du Quick ou c'est rarement voilà, tu veux pas faire deviner ce que tu fais, tu veux juste appartenir à un truc et c'est ce que j'aimerais. Faut que ce soit implicite. Hein. Ouais, c'est ça, faut que ça soit suggéré, exactement. Je préfère la suggestion à le gros message dans la gueule, voilà. En gros, typiquement ce qu'avait fait Sony avec Wipeout. En gros, quand les jeux vidéo étaient très... Attends, je te tenir le micro. Genre, les jeux vidéo étaient... quand la PlayStation est sortie, on avait vraiment le côté Super NES hyper enfantin en fait. Et c'était pour les gamins, c'est ce qu'on entendait un petit peu en général. Et quand ils ont sorti Wipeout, la BO du jeu était faite par Prodigy, Chemical Brothers, Fatboy Slim, enfin c'était cool. Genre l'identité visuelle était faite par moi, les gens qui m'ont donné envie de faire du graphisme, qui s'appelle The Designers Republic, qui ont changé l'image du graphisme dans les années 90. Et du coup, le jeu avait un côté genre tout de suite tu t'adressais à une autre frange de la population et c'était du jeu vidéo, mais c'était cool. Moi j'aimerais tellement qu'on ait ça pour l'e-sport, que ce soit cool. Tu peux nous dire un peu ce que c'était Wipeout comme jeu, parce que certains doivent pas connaître. Wipeout, c'était un jeu de course de vaisseaux futuristes au ras du sol, avec un côté un peu smooth, etc., qui était sorti en 96 sur PSX, PlayStation 1, pardon, et PS1. Et il y a eu après Wipeout 2097 et Wipeout 3, qui lui m'a... où en gros j'ai foutu j'avais genre je crois 12-13 ans, et j'ai mis le CD dans ma PlayStation, j'ai vu l'intro, je fais... c'est ça que je veux faire, quoi. Et aujourd'hui, quand je fais une intro LCS, pour source d'inspiration. Total, encore aujourd'hui. C'est vraiment quand je fais une intro pour les LCS, pour gaming, quoi que ce soit. Je te filerai le lien. C'est pas de eux dont je m'inspire, mais c'est de leur force. Enfin, c'est voilà, c'est ce que j'aimerais. L'intro LCS, c'est typiquement ce genre de truc. C'est j'aimerais. Tu sais pas ce que c'est. Tu vois, j'y suis pas. Bon, il y a encore beaucoup de boulot. Je suis content de cette intro, mais encore. T'es jamais satisfait à 100% de ton truc. Mais voilà, j'aimerais bien que ce soit cool. Puisqu'on parle de tes sources d'inspiration, est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y a certaines personnes, certains designers en particulier dont tu t'inspires quand tu travailles ? Ouais, en fait, les premiers c'est vraiment eux, hein, c'est Designers Republic, et qui a explosé ensuite, qui est devenu Built, etc. T'as d'autres personnes comme les Wynot Brothers en Angleterre. T'as toute la scène hollandaise de design qui est extrêmement forte. Et globalement en fait, aussi on a de la chance, c'est qu'on a aujourd'hui un site qui s'appelle Behance, B-E-H-A-N-C-E, qui est le site de portfolio qui a été racheté par Adobe, et tous les jours tu vas dessus et tous les jours tu as de l'inspiration. Et pour avoir de l'inspiration aujourd'hui, le net est beaucoup plus powerful qu'il y a encore 10 ans. Et du coup, on va dire, j'ai encore plein de sources d'inspi précises, mais l'inspiration quotidienne vient beaucoup des blogs, etc., Fubiz, ce genre de choses. Voilà, c'est la tendance que tu arrives plus à suivre. Mais même, je peux trouver de l'inspiration typiquement dans alors, les MTV Movie Awards. Enfin, les MTV Awards, chaque année ils changent le mec qui s'occupe de toute la DA. Et ça, c'est un vrai. Et eux, ils sont capables de donner à chaque fois qu'il y en a un sens à tout le broadcast design, donc l'habillage visuel d'une année pour tout le reste. Oh putain, ils ont fait ça déchire. On va suivre, quoi. Et moi, je peux pas suivre parce qu'il faut un studio de 10 personnes pour juste qu'ils s'occupent que de ça. Mais ça donne ça donne la couleur en fait. Donc voilà. Et plein de gens. Le H5 en France, Super Gazole, une excellente agence en France qui sont très forts. Voilà. Et la techno, beaucoup la techno, tout le design que tu trouves autour de la musique électronique. Voilà. Et au final, avec toutes ces sources d'inspiration dont tu nous parles aujourd'hui, un graphiste, ça n'a pas vraiment à avoir peur de la page blanche. Tu peux l'avoir parce que t'es effrayé. En général, c'est un peu on rentre dans des trucs presque philosophiques, mais c'est presque c'est un combat contre toi-même en fait. Tu peux être t'as un truc qui est complètement nul à chier qui peut t'inspirer, genre tu dois faire des pubs pour des trombones, tu vois, genre tout d'un coup tu trouves t'es hyper inspiré parce que ta journée s'est bien passée et t'as une journée à chier et on te donne un bête de projet pour Audi et t'es pas inspiré, donc c'est très variable.
Mais je te donne un exemple. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un travail sur Photoshop par exemple, de le regarder et puis te dire mais c'est complètement nul à chier, de tout supprimer? Bien sûr, ça arrive, ça. Et c'est moi, enfin après coup, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois et de tryharder, mais tu tombes comme un dingue. En fait, ça fait une semaine que tu rentres dans un mur en essayant une recette et tu n'y arrives pas. Et tu recommences et enfin tu prends une pause, tu recommences. Et moi, c'est con, hein, mais j'ai fini ma dernière année d'études. J'ai eu du bol, j'ai fini dans les meilleurs, enfin dans les majors. Mais au tout début de l'année, c'était une catastrophe. Parce que j'ai eu exactement ce problème-là. Genre, j'avais un prof qui m'impressionnait, qui était ouf, qui était trop stylé, qui avait un bête de devoir. Tu chies dessus, tu rentres comme un dingue, et en fait, il te met la pire note. Et t'es deg et il te demande, il est pas méchant avec toi, c'est presque pire, il a presque pitié, qu'est-ce qui va pas? Et en fait, tout le reste de l'année, tu grimpes. Et ça m'est déjà arrivé chez Gaming pour des projets dont je peux pas parler, mais il y en a. Tu peux te retrouver, genre tu ponds ton premier truc. Typiquement le début de l'identité de Nation Wars, qui est mon boulot préféré que j'ai fait chez Gaming. Au début elle était nulle à chier quoi. Et tu te calmes, tu prends ton souffle, tu viens te réinspirer, tu parles avec des gens et ça repart. Donc ça arrive et c'est sain. Je pense que tu ressors toujours plus fort de ce genre de trucs. Alors en plus de ton métier, tu es également DJ. Alors, voilà, rapidement, est-ce que tu peux nous dire, on va pas s'éterniser là-dessus, voilà, mais est-ce que tu peux nous dire si tu te considères comme un DJ professionnel ou juste simplement amateur? Non, je suis un amateur éclairé. Ça fait 10 ans que je mixe vinyle pour le fun. Maintenant, je mixe quoi je mixe 3-4 fois par semaine, 2 heures pour la déconne quoi. Et je pense que je claque 400 balles de musique par an. Mais donc, genre amateur éclairé. Maintenant, genre un vrai DJ, un vrai producteur. C'est comme un graphiste ou un vrai métier, c'est un temps de ouf. Donc voilà, mais j'aime beaucoup ça. D'accord, alors tous les jeudis soirs à 19h, tu animes Out Loud sur Gaming TV. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de streamer des live sets comme ça? D'où est-ce que c'est venu? Parce qu'on peut, Timo. Non mais en fait c'est vraiment la question que les gens viennent me demander. Genre, tu as des gars qui, tu sais, de temps en temps, t'as des mecs qui viennent d'autres web télé et qui trouvent ça cool, tu vois, genre Sky, Zerator, tu vois, qui était venu devant. Putain, c'est mortel, mais pourquoi? Parce qu'on peut, mec. Genre, parce qu'on est indépendant, tu vois. Et non, et aussi parce que. Bon, il y a eu c'est une multiplication de facteurs débiles, mais avant, je le faisais de chez moi. Et c'était comme un mini boiler room, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des DJ qui mixent et la caméra est devant eux et le public est derrière eux et ils sont à hauteur du public. Et du coup, t'es au milieu des gens et tu peux pas tricher. C'est pas comme malheureusement la WMC, je suis désolé, où les mecs ont leur set préenregistré. Mais c'est normal parce qu'il faut que ce soit synchro avec les feux d'artifice. En boiler room ou chez Cloud, il n'y en a pas. Et typiquement, c'est arrivé aussi parce qu'il y a Georges. On a bossé pendant un an avec le Meltdown pour essayer de faire un truc très fréquent qui s'appelait le Gaming Night Live, qui marchait bien, mais qui était compliqué à force à mettre en œuvre. Donc du coup, on a repris une grande partie de tout le matériel qu'on avait. Et parmi le matériel qu'on avait, on avait 8000 watts d'enceinte. Et du coup, elle traînait dans un coin. Et puis j'étais avec Georges qui était, tu peux pas venir me foutre tes platines ici? Ouais. Bah si, regarde, on a 8K d'enceinte. Ok, et du coup, bon, en haut quoi, donc vous le voyez sur la vidéo, j'ai 2 retours complètement pétés qui font beaucoup trop de bruit quand je mixe, mais alors c'est délicieux, c'est un rêve de DJ quand t'as ça comme retour chez toi. C'est arrivé comme ça, et après aussi, parce que souvent le jeudi, comme je disais, on amène souvent des bières, etc., donc ça se marie vachement bien avec l'ambiance, on s'autorise. Avant, c'était tous les soirs comme ça au gaming pendant quelques temps. Et on fait non, stop, on arrête. C'est que le jeudi. Donc voilà, c'est aussi pour ça. D'accord. Ça te prend pas trop de temps ce métier, enfin être DJ, ouais. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps sur ton métier de graphiste? Si, mais en fait ça va avec. Quand tu dis, en fait c'est cool, j'ai un métier qui me permet d'écouter beaucoup de musique. Je pense pas que tu puisses nécessairement faire beaucoup ça quand typiquement t'es monteur, parce que tu t'es le son, tu peux pas faire ça trop quand tu fais de la compta et tout. Moi j'ai des potes qui sont acheteurs qui écoutent un max de zik. Maintenant là j'ai vraiment je baigne dans la musique. Tout à l'heure t'es arrivé au loco, il y avait de la zik, enfin voilà, donc ça se marie bien. Maintenant aussi ça prend du temps, mais
c'est un échappatoire quoi. Tu vois, genre, ça fait plaisir, hein. C'est comme rentrer en skate ou peindre ou dessiner, tu vois. Genre, ça fait plaisir. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes principales sources d'inspiration en tant que DJ musical, ouais, musical. C'est les premières, c'était quand j'écoutais. Au tout début, c'était Daft Punk, mais vraiment Homework, premier album. Et après, c'était Chemical Brothers, Fatboy Slim. C'est d'abord cette vague-là du big beat, et après, ça a commencé à être de la house, comme je l'aimais, genre espèce de, on appelait ça à l'époque la French Touch, genre le côté un peu guitare, disco, machin. Et après, ça a été ce qu'on appelle aujourd'hui le New Disco Indie Dance, qui est une musique un peu lente, mais un peu disco et un peu techno, un peu hypnotisante. Moi, c'est ce que je mixe. On retrouve vachement ça dans Hotline Miami, comme BO. Que j'ai adoré. Mais qui, quand il est sorti, j'étais trop content, parce que j'étais putain, tout le monde aime la BO de ce truc, et c'est exactement ce que j'aime. Génial. Donc voilà, ça, c'est ma cam. D'accord. Aujourd'hui, il y a des DJ toujours qui t'intéressent sur la scène internationale, par exemple. Ouais, plus dans le côté techno, on va dire, ou dans le côté cool, genre Todd Terje, qui est très sympa, qui a vraiment un son positif, qui change. Même des gens. Enfin, là, j'ai parlé des gens que moi m'inspirent. Genre voilà, Todd Terje, le label de Jennifer Cardini qui s'appelle Correspondante, qui m'inspire énormément, etc. Beaucoup de techno, Rodad, plein de gens, tout le label de Compact, les Allemands, c'est génial. John Digweed, mais après, genre, même si c'est très techno, comme pour le graphisme ou pour tout, vraiment, il faut être ouvert d'esprit. Et par exemple, genre, j'ai aucun problème, j'ai adoré le live de DJ Snake à WMC. Genre, j'adore ce mec, il est trop fort. Oui, c'est efficace, c'est horrible. Genre, il y en a qui vont être là, mais mec, mais comment tu peux dire ça alors que tu mixes ça? Enfin, il y a des sectes, tu vois, voilà. Mais en vrai. Pareil, genre, je hoche la tête sur un bon Skrillex, quoi, et je sais que c'est hyper commercial, etc. Mais quand le mec est pas mauvais, j'en passe pas, tu vois, parce que c'est peut-être pas ma cam, mais le mec peut ne pas être mauvais et sortir des trucs très ingénieux et très bons. Donc faut ça rester ouvert. Madeon, c'est pas mon premier choix du tout. Le mec est talentueux quand même, genre il y a pas à chier. Faut rester ouvert, c'est important. Est-ce qu'on aura l'occasion peut-être un jour de te voir à l'Ultra Miami ou à Tomorrowland? Mais écoute, c'est prévu 2007. Non, en plus je suis pas énormément festoche. Mais non. Enfin, quoi qu'un jour, tu sais, je me mets à la prod musicale et ça arrive très connement que ton morceau. Je pense que tout le monde peut arriver. Genre un mec qui te prouve, genre j'aime bien ce que tu fais et tu te retrouves sur une scène. Des histoires comme ça, il y en a vraiment des milliers pour les DJ. Donc qui sait. D'accord, bah écoute Noki, je vais te laisser le mot de la fin. Voilà, tu l'as fait, c'est mon rire sur aigu. Non, mot de la fin, merci d'avoir fait cette interview, Timo, c'est vraiment cool. Longue vie on vous aime. Et merci, c'est vraiment cool. Je voudrais rajouter un truc à con, c'est un truc qui peut aider aussi, c'est graphiste, tu peux te faire... on peut vite t'oublier, entre guillemets, c'est un métier, on utilise souvent graphiste, t'avais les expressions de connard exprès, tu vois, genre putain, mais pourquoi je paierais pour un graphiste? Je tape dans une poubelle, il y en a 10 qui tombent. C'est très con. Il y a un truc dans l'e-sport, c'est j'ai la chance, alors peut-être aussi parce que j'ai été foutu en avant par Chips et Noah Ponfétude aussi, mais les gens sont reconnaissants vers ton travail. Et c'est quelque chose genre qui a vraiment pas de valeur, genre qui a trop de valeur, tu vois, genre tu peux pas mettre un chiffre sur ce truc là, et c'est hyper cool. Donc à tous ceux qui de temps en temps sur les chats ou machin merci pour mon taf, sachez que ça fait toujours ultra plaisir et que ça booste, donc merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.